Ravi de vous retrouver pour les Jeux de Paris en compagnie comme chaque soir de Sylvain Henry Cissé. Bonsoir Sylvain Henry. Bonsoir. On sera rejoint dans un instant par Jean-Claude Perrin, l'ancien entraîneur mythique d'athlétisme, coach Perrin, ancien spécialiste notamment du saut à la perche. On parlera évidemment de ce record du monde, Armand Duplantis, on va y revenir tout à l'heure. On rejoindra également Cédric Ferreira qui est en direct du Stade de France et qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Mais on va commencer par parler basket de ce quart de finale. On a le sourire. Gagné et remporté par le Canada, par la France face au Canada, les tenants du titre qui iront donc en demi-finale. Les sorties canadiens qu'on présentait comme la petite Dream Team un petit peu de ces Jeux Olympiques. Oui, on avait un tout petit peu peur parce que lors des dernières rencontres, la France avait perdu ses fondamentaux. L'équipe de France, quant à elle, avait décidé de jouer un basket, comme l'avait dit Ewan Fournier, un basket d'antan, avec les deux baobabs, les deux pivots qui étaient Rudy Gobert et Wembanyama qui étaient dans la raquette et qui ralentissaient un tout petit peu le jeu. Et là, pour cette rencontre, ils sont passés à autre chose. On a retrouvé nos fondamentaux avec de la vitesse, avec de la dynamique, avec du shoot extérieur, avec Gerson Djelabouzé, avec également Cordigné qui a fait le match de sa vie, un match extraordinaire. Il a retrouvé une belle équipe. Et ce qui était très intéressant, c'est que cette équipe du Canada, on l'appelle la petite Dream Team parce qu'ils jouent tous en NBA. Tous titulaires dans leur club en NBA. Tous titulaires dans leur club, avec Jay Alexander qui est le deuxième meilleur joueur de NBA cette année, avec un jeu plus rugueux que les Américains. Donc c'est ce que l'on craignait, mais les Français s'en sont très très bien sortis. Et justement, l'impact physique imposé par cette équipe de France, par les hommes de Vincent Collet. Immédiatement, dès le début de leur rencontre, ils ont pris le match à leur compte, ils se sont imposés, et je crois de mémoire qu'ils n'ont jamais été rattrapés. Ils se sont imposés dans la raquette, ils se sont posés en dehors. Je parle de défense, parce qu'en attaque, on a un peu pêché, avec un Wembanyama qui était pas vraiment dans le match. Les stats justement de Victor Wembanyama ce soir, 7 points, 2 sur 10 au tir. Heureusement qu'il a été présent, effectivement. Et avec son premier panier dans le jeu qu'il marque dans le 3e quart-temps, pour vous dire qu'il n'a pas été présent. Mais il a été suppléé par ses collègues. Et que dire d'Ewan Fournier, qui marque alors un panier, mais qui vient... De nulle part. De nulle part. Quasiment sur la ligne médiane. Je crois que même Stephen Curry doit rester sidéré par le panier qu'il a marqué. Puisqu'il est presque il est à la moitié du terrain. Il est à la moitié du terrain dans ce 4e quart-temps. Donc on a retrouvé notre équipe de France. Nous avons retrouvé cette équipe de France avec sa philosophie de jeu, avec ses fondamentaux. Et là, on doit s'en réjouir. Et le prochain match, ce sera face à l'Allemagne. L'Allemagne qui a sorti la Grèce de Giannis Antetokounmpo. Parce que ce sont donc les champions du monde en titre. Il y en a des confrontations franco-allemandes dans ce jeu. Là, il y en a 4 cette semaine. En basket, en volley, en hand. Mais là, l'Allemagne, ce sera très dur. Quoique ce match contre le Canada, on a envoyé un message. On a envoyé un message à toutes les autres équipes. Aussi bien donc les Allemands qui ont vu la rencontre que les Américains qui eux aussi ont dû écarquiller les yeux en disant comment ça, on a battu nos petits frères, donc il faut qu'on soit très prudent si jamais on retrouve les Français sur notre parcours et sur notre chemin. Ce que j'espère en finale. On espère. En tout cas, la route se croiserait en finale. En finale. On va prendre la direction du Stade de France maintenant. Il nous attend Cédric Ferreira avec encore un très très beau programme ce soir. On accueille également coach Perrin, Jean-Claude Perrin, qui nous rejoint en plateau. Installez-vous, je vous en prie, pendant que je lance donc Cédric avec un beau programme ce soir, je le disais, du 200, du 1500, du saut en longueur au menu des finales de la session du soir. Est-ce que le doublé 100-200 est possible pour Gillian Alfred? Bien sûr qu'il est possible pour la sprinteuse de Sainte-Lucie, elle qui a remporté le 100 mètres il y a quelques jours, assez facilement, peut-être un peu à la surprise générale quand même. C'est un peu osé car elle faisait partie des favorites, mais c'est vrai qu'elle a remporté sa toute première médaille, elle est en confiance, elle a offert aussi la toute première médaille de l'histoire à Sainte-Lucie, petite île des Antilles. Elle s'est qualifiée facilement pour cette finale, aux côtés notamment de l'américaine Gabrielle Thomas. Meilleure performance de l'année, c'est elle la grande favorite de cette finale. Qualification en 21 secondes 86. Une finale du 200 mètres qui ne se déroule pas forcément avec la liste de départ qu'on espérait, puisqu'il n'y aura aucune Jamaïcaine, car Shericka Jackson a déclaré forfait juste avant les séries, elle qui avait fait l'impasse sur le 100 mètres pour se concentrer justement sur le 200 mètres. On ne connaît pas la raison de son forfait. Et puis autre Jamaïcaine absente, mais ça on le savait déjà depuis longtemps, c'est Helen Thompson-Herah qui est blessée, la championne olympique en titre. Cela faisait plus de 40 ans qu'on n'avait pas vu de
finale du 200 mètres sans Jamaïcaine. C'est très très rare de voir l'absence de Jamaïcaine sur cette finale, donc ça reste quand même une course ouverte. Et puis le 1500 également ce soir avec une rivalité entre Jacob Ingebrigtsen, j'espère que je le prononce bien, et le Britannique Josh Kerr. On va assister à une finale sous tension et c'est vrai que ça va être très piquant entre les deux hommes. D'un côté, le champion olympique en titre, le Norvégien Jacob Ingebrigtsen. Face à lui, le champion du monde en titre, le Britannique Josh Kerr. Un duel électrique entre les deux hommes après des mois de provocation. Une rivalité qui serait née sûrement l'année dernière au championnat du monde de Budapest où dans les 200 derniers mètres de la course, Josh Kerr a littéralement déposé son rival norvégien, Jacob Ingebrigtsen, qui est un mauvais perdant assumé. Il avait déclaré ensuite dans les médias, je cite, on ne peut pas considérer comme rival quelqu'un qui ne participe à aucune course. Il pointait du doigt le fait que le Britannique, c'est vrai, participe à beaucoup moins d'événements que lui. Josh Kerr avait ensuite répliqué par médias interposés, je cite également, je cherche à être le meilleur athlète du monde et c'est normal que cela irrite mes adversaires. Voilà pour le contexte de cette course. On va suivre les deux hommes de très près qui vont batailler pour le titre de champion olympique. Merci Cédric, vous étiez en direct du Stade de France. On vous laisse rejoindre la tribune de presse, messieurs. Cette rivalité assez inhabituelle quand même en 1500, des personnalités aussi fortes que ça, Jean-Claude. On a connu ça avec Coe et Howett, on a connu ça avec Michel Bernard et Michel Jazzy. Pourquoi ça remonte des fois très très loin. Un entraînement, des mots, la presse qui est... La presse, là, surtout. La presse, évidemment, qui est très très qui s'empare du sujet, bien sûr. D'avoir un fromage. Hein. On en parle, c'est la preuve. Mais non, ça n'a pas une grande signification. Je ne vois pas le sport comme ça. Quand vous parlez de Coe et Howett, il y avait quand même une forme d'élégance. En ce qui concerne Ingebrigtsen, ce qu'on peut lui reprocher, c'est son attitude, son arrogance, notamment quand il est à l'arrivée, qu'il est sûr d'avoir gagné. Il toise ses adversaires, ses concurrents, avec un port de tête très hiératique, vous voyez, avec une attitude papale qui dérange énormément. T'as raison, hein, il n'est pas très élégant. C'est pas l'image que je me fais du gars qui vient de gagner et qui est un sportif. Il manque de panache. Pour un type qui, quand même, court 3,36. Alors, il y a peut-être une explication, hein, et cela vient de son ascendance et de son père. Il a produit une tribune cette année où il a déclaré qu'il avait souffert de violences familiales. Son père, qui était son entraîneur, qu'il battait, il fait partie d'une famille composée de 7 frères et sœurs, et ils se sont tous ligués. Ils ont attaqué d'ailleurs au tribunal le père, qui a été condamné. Donc, il y a des violences familiales, et je me suis dit quelque part que c'est peut-être l'explication vient de là. Vous voyez, ces violences qu'il a subies, le fait de vouloir montrer à son père, ben voilà, j'y suis. Et quelque part, eh bien, entre guillemets, je t'ennuie pour parler, j'allais le dire. Très très bien, évidemment. Et je crois qu'il a envie de montrer cette force-là. Il y a quelque chose qui ressort. C'est un écorché vif, en fait, Ingebrigtsen. Oui, et puis il veut le prouver sur la piste. Il a un mal-être, même si c'est un garçon très, très efficace. Comme tu le signalais tout à l'heure, il est hautain quand même. Il est hautain. Ça cache peut-être quelque chose, effectivement. Peut-être une fêlure intérieure, familiale. C'est sûrement une des raisons principales. Je voudrais qu'on en revienne, si vous voulez bien, quelques instants aux Jamaïcaines dont on a parlé. C'est un événement, là, qui n'est pas de Jamaïcaines sur le 200 mètres, parce qu'elles étaient présentes depuis 1984. Ouais. Donc, depuis 1984, nous avions des Jamaïcaines dans toutes les finales, et là, pour une fois, il n'y a pas de Jamaïcaines. Donc, quand je vous parlais des rivalités régionales, notamment entre États-Unis et Jamaïque, bien sûr, là, il y a, historique. En plus, après la deuxième place, la médaille d'argent de Keshani Thompson sur le 100 mètres masculin, il y a une petite faiblesse chez les Jamaïcains, et pour l'instant, les Américains qui sont devant. Jean-Claude, votre analyse là-dessus, sur l'absence justement des Jamaïcaines? Ça paraît curieux vu le réservoir et la qualité, nos collègues entraîneurs, la qualité des filles ou des garçons, c'est époustouflant. Alors pourquoi il n'y en a pas? Ils ont très très longtemps, ils ont vécu sur des filles qui n'étaient pas toutes jeunes. Alors est-ce que ça a masqué le fait qu'ils ne sont pas organisés pour les jeunes? Je ne le pense pas, parce que les Jamaïcains sont des gens très très rigoureux et il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas vu la faille. Ils ont eu des blessés, ça ne tourne pas très fort, on va les voir dans les relais.
C'est un creux de génération aussi. Parce que ce creux de génération, on peut le voir aussi dans le 100 mètres. On peut être très surpris. On a une génération extraordinaire du temps de Bolt. Et là, quand même, avec des pointes en carbone. Avec Blake, avec Powell. Et là, quand même, avec des pointes en carbone, même si ils sont tous en dessous des 10 secondes, eh bien, on n'est pas encore, on est assez loin de ce que pouvait faire un Bolt ou un Blake. À chaque fois qu'on a eu un champion dans le style de Bolt, il a un tout petit peu étouffé les suivants. C'est une règle générale, on l'a souvent vu dans les équipes, notamment en Europe, quand on a eu des grands champions, derrière on a eu du mal. Et ceci... Des grands champions sur la piste, mais également charismatiques, très charismatiques. Voilà. Et ceci, c'est un trait dans tous les sports. Alors, on va reparler de l'un des moments forts, sans doute le moment fort des Jeux pour vous. Jean-Claude, ça restera ce moment suspendu dans le ciel du Stade de France hier soir. Mando Duplantis, 6,25 m au-dessus du sol, nouveau record du monde, le 9e battu par le Suédois, 2e titre olympique de suite. Seules 2 personnes avant lui avaient réussi à conserver leur titre. L'Américain Bob Richards, c'était entre 52 et 56, et bien sûr la Russe Yelena Isinbayeva. Même Sergei Bubka n'avait pas réussi à décrocher 2 titres olympiques. Et d'ailleurs, eh bien, la légende de la perche ukrainienne nous a accordé une interview cet après-midi. Écoutez-le. And I always appreciate when you have competitors. J'ai toujours aimé avoir des adversaires capables de rivaliser avec moi. Peut-être que c'est plus difficile, mais ça vous aide à grandir. Ça vous permet de développer davantage vos compétences. C'est sûr que l'être humain en général préfère la facilité et être seul au sommet. Mais Armand Duplantis est un athlète formidable, qui a grandi dans une famille d'athlètes. J'ai même concouru contre son père. C'est pour ça qu'il aime autant son sport. Mais c'est génial d'avoir un athlète comme lui pour ce sport. Jean-Claude Perrin, quel regard vous portez sur cette barre franchie, ces 6,25 m hier soir? Éblouissant. On est émerveillés. On est émerveillés parce que on a tous vu dans le stade, quand on s'est levé, quand on a vu qu'il était en passe de réussir. À son 3e essai. Oui, on était les témoins de quelque chose d'historique. Sûrement qu'on ne reverrait pas en finale olympique quelqu'un qui bat le record du monde. C'est assez rare. La dernière fois, c'était en 80. On avait vu Bolt. Bolt. Là, c'est vraiment rare. La dernière fois qu'il y avait eu un record à la perche en finale des Jeux Olympiques, c'était en 1980. Oui. Voilà, donc ça date un peu. En 1980, dans des conditions excessivement complexes, puisqu'on était à Moscou, les Polonais contre les Russes. Il y avait tous les ingrédients pour que ça fasse quelque chose d'explosif. Qu'est-ce qui fait sa particularité à Duplantis? C'est sa course d'élan, on en parle beaucoup de sa course d'élan. La vitesse. Il a une vitesse de base énorme. C'est un gars qui pourrait faire partie du relais 4 x 100 mètres en France. Wow. Quand il était à l'université à Louisville, il a fait chronométrer, il a été chronométré en championnat. En championnat, tu entends, il a été chronométré en 10,55. Donc c'est quelque chose de très costaud. Et puis cette vitesse, il la garde. Quand il saute, il court, il garde sa vitesse. Et au moment où il décolle, il n'y a pas de rupture. La vitesse est tout de suite, immédiatement transmise à la perche. Donc ça lui donne une énergie prodigieuse qu'il utilise parfaitement. L'inertie de sa course est utilisée au moment où il plie la perche. Oui, parce que la grande difficulté de la perche, c'est de transformer une course linéaire en un déplacement vertical. Transformer l'énergie. Oui, et transformer l'énergie acquise par la course pour la communiquer à la perche. Contrairement à ce que disent beaucoup de journalistes, la perche, quand elle est par terre, là, elle est dans le couloir, c'est un engin inerte. Elle n'a pas de propriété propre. Elle a la propriété d'emmagasiner et de restituer de l'énergie. Mais à condition de se placer au moment où elle fléchit au maximum, 90 degrés, les pieds à la verticale, et
C'est extraordinaire d'avoir justement un cours de perche par Jean-Claude Perrin. Moi, il y a 2 moments qui m'ont marqué hier soir. C'est tout d'abord le début du concours, c'est la décontraction d'Armand Duplantis. Vous savez, il était comme Michael Jordan en 92 qui savait qu'il allait gagner avec la Dream Team. Comme Bolt aussi, quand il était sur le 100 mètres, il allait gagner. Il avait cette forme de décontraction en se disant « le concours est pour moi ». Et ensuite, vous avez remarqué, chaque fois qu'il avait sauté, il se retournait toujours dans le coin. Qu'est-ce qu'il regardait ? Il regardait d'une part ses parents qui étaient dans les gradins et aussi Lavillenie qui était à côté de ses parents. Parce qu'ils se sont vus le matin même, ils ont déjeuné ensemble et Lavillenie lui a demandé « qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et il lui a dit « ce serait bien que tu sois à côté de mes parents ». Et donc il s'est installé à côté de ses parents et à chaque fois il avait un petit œil pour regarder l'homme qui l'a inspiré. C'est Lavillenie qui lui a donné l'amour de la perche, qui lui a donné envie de vouloir sauter. Et j'ai trouvé cette image et ce moment très très fort. Et on sent qu'il a encore de la marge. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais il y a une intelligence artificielle. Vous savez que maintenant on l'utilise à peu près pour tout. Bien sûr. Qui prévoit, il n'y a pas de raison que le sport bien sûr, échappe aux techniques absolument, mais qui prévoit que Armand Duplantis, il pourrait s'envoler jusqu'à 6,50 mètres. Ouf. 6,50 mètres. Non, de quelle marge il dispose ? J'ai envie de vous demander. Au moins 1 centimètre. Ce qui est déjà pas mal. Ouais. Dans le plan vertical, gagner 1 centimètre, ça se fait pas comme ça. 1 centimètre, c'est ça. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Non, il a une avance. Tu le disais parfaitement tout à l'heure. L'avance, il l'a dans le relâchement. Ouais. Décontraction incroyable. Ouais, il a une décontraction naturelle apparente, qui font que c'est un type. Et puis, son père m'avait dit une fois, je me souviens, au meeting ça devait être au meeting de Chicago, on sautait les gars du racing contre lui, il était dans un club américain. Il avait dit, ce fils-là, c'est un teigneux. Quand il match avec ses frères, il pleure quand il gagne pas. Très très gosse, c'était déjà un trait. Mais il le faut, cet état d'esprit, quand on vise les sommets comme Armand Duplantis et comme tout Olympien. Je crois qu'on peut vous rassurer, hein, les médias. Vous n'êtes pas sorti avec lui, vous allez encore en avoir. Tant mieux. Tant mieux. Et puis il a quel âge ? Il a 22 ans. 22 ans. 22 ans. Oui. 22 ans. On en a encore pour quelques années avec Mando Duplantis. Par rapport à Inselbregen, c'est un gentil garçon. Exactement. Allez, les médailles du jour côté français, il faut partir à 15 000 km de Paris pour les trouver. Kaolivas qui a écrit ce matin la plus belle page du surf français sur cette vague de Taupo, qu'il connaît par cœur puisqu'il habite juste en face, le surfeur de 22 ans qui a pris les 2 plus belles vagues d'une finale très relevée pour offrir à la Polynésie la première médaille d'or olympique de son histoire. Mais on n'oublie pas que quelques minutes plus tôt, avant le titre de Kaolivas, la Réunionnaise Johanne Defay, 30 ans, a décroché le bronze. Vague très très dangereuse, on en a beaucoup parlé. Elle a un casque, elle porte un casque. Pourquoi elle porte un casque ? Expliquez-nous, Sylvain Henry. Parce qu'elle s'est déjà blessée. Elle s'est déjà blessée effectivement au front. On l'a vu sortir de l'eau avec... Elle est suturée même. Elle est suturée parce que c'est l'un des spots les plus dangereux au monde. Parce qu'une fois que vous tombez dans l'eau, il y a la vague qui vous plaque une première fois au fond et en plus qui peut vous maintenir une deuxième fois au fond. Et au fond, il y a quoi ? Il y a les coraux. Il y a le récif. Il y a les coraux, il y a les récifs. Et donc, elle s'est blessée ainsi. Allez, direction l'est de Paris, le parc de la Villette. C'est là que se trouve le Club France. C'est un vrai succès populaire depuis le début de ces Jeux Olympiques. Et on va retrouver tout de suite James André. James, bonsoir. Vous avez donc assisté avec ces milliers de supporters à la victoire de la France sur le fil face au Canada. Oui, absolument. Il y avait une ambiance absolument incroyable ici, des milliers de personnes. Il faut savoir que le Club France est à guichet fermé et les derniers billets se sont vendus à 16h aujourd'hui. C'est vous dire effectivement la ferveur de ces supporters qui s'étaient rassemblés devant cet écran géant derrière moi pour regarder le match. Le match qui a été remporté, comme vous le savez, par la France, 82-73 face au Canada, et la France qui se qualifie pour les demi-finales. Évidemment ici, grosse ambiance également quand l'équipe de basket 3x3 qui a donc été médaillé d'argent était arrivé tout à l'heure sur ce podium pour célébrer leur presque victoire. On le sait, ils se sont inclinés en finale face aux Néerlandais à 1 point au dernier moment. Évidemment, là aussi, ça a été un suspense terrible et un crève-cœur quelque part pour les supporters. Mais bon, médaille d'argent quand même. Et là, ils ont été honorés par cette foule qui était compacte tout à l'heure.
qui nous surprend quasiment chaque jour dans ce Club France, c'est évidemment le lieu de communion entre ce public et puis ses athlètes. Oui, absolument. Un lieu de communion, je vous le disais, à guichet fermé. On a vu une sorte de bascule ce week-end. Ce week-end, on a passé la seconde, entre guillemets. Il y avait déjà du monde la semaine dernière. Il y avait beaucoup d'activités, beaucoup de gens. Mais là, cette semaine, on va dire que c'est la folie. Il y a vraiment énormément de monde. Et cette ferveur olympique, on la retrouve un petit peu partout en ville, un petit peu partout. Et tous ces étrangers qui sont venus, qui ont fait le voyage, qui sont venus vivre ces Jeux Olympiques à Paris, ils sont plutôt satisfaits. On se souvient qu'ici, il y avait eu des doutes. Je suis allé tout à l'heure en centre-ville, aux Champs-Élysées, pour les interroger. Je vous propose tout de suite une petite téléportation. On a tout entendu sur ces Jeux Olympiques. Les Parisiens ont fui, on s'attendait au chaos, l'impossibilité de se déplacer, trop de monde partout. Et bien finalement, ici, aux Champs-Élysées, à l'heure olympique, eh bien les spectateurs sont plutôt satisfaits. Il y a beaucoup de bénévoles qui donnent de leur temps pour aider les touristes, aider les gens comme nous, qui n'ont pas la moindre idée de là où ils vont. Oh, j'adore ça, c'était l'un des rêves de ma vie d'assister aux Jeux Olympiques. Malheureusement, je n'ai pas pu quand c'était chez nous à Londres en 2012, donc j'étais vraiment très content quand j'ai pu obtenir des billets pour venir ici. C'est chouette, moi je vis ça un peu comme une fête, c'est vraiment hors du commun, c'est une chance d'être là. L'ambiance n'est pas lourde du tout, au contraire. On ressent avant tout une immense joie autour de ces échanges entre cultures. Merci à vous. Mais là, il n'y a pas beaucoup de Parisiens, donc c'est sympa. Non, si je dis ça. Non, en vrai, tout le monde est un peu dans l'esprit olympique, dans l'esprit des Jeux, dans l'esprit de fête. Donc je pense que les gens, ils savourent. Et la cérémonie d'ouverture avec tous ces shows, le fait que les gens prennent beaucoup de plaisir à être ici et que les athlètes français ramènent beaucoup de médailles aussi, je pense que la vie a changé. Avec des sites olympiques comme la place de la Concorde, la Tour Eiffel, le château de Versailles, eh bien les quelques Américains que j'ai pu croiser ici sont un peu inquiets à l'idée de devoir faire mieux dans 4 ans. Ce sera dur, mais on est prêt à relever le défi. Ce qui nous a surpris, c'est qu'il n'y a pas d'alcool dans les stades. À Los Angeles, ce sera très différent, je pense. Il y aura du soleil, plusieurs stades de foot, mais bien sûr, vous avez les meilleures infrastructures. Ces temps-ci, la presse française accumule les témoignages de ceux qui ont fui Paris et qui maintenant regrettent. Ce qui est certain, c'est que ceux qui sont venus exprès ont l'air de passer un bon moment. Et oui, nous, on a le sourire, on est content d'être resté à Paris pour ces Jeux, effectivement. Aujourd'hui, c'est la carte blanche de Ludovic de Foucauld qui est allé visiter un endroit où on fabrique des souliers qui font rêver les dandys du monde entier, comme vous, Sylvain-Henri Cissé, non? Je parle bien sûr de Berluti, la marque française qui a signé les costumes et les chaussures que portaient les athlètes français lors du défilé de la cérémonie d'ouverture. Regardez. 5e épisode, aujourd'hui on a rendez-vous dans le 8e rue Marbeuf, chez Berluti. Première information dans le magasin, on ne voit pas les prix sur les modèles. Alors Berluti a habillé et a chaussé les athlètes français, on l'a vu lors de la cérémonie d'ouverture, leur smoking, leurs chaussures. Et là, ils ont carrément invité des journalistes à visiter leur atelier de cordonnier. Bonjour. Comme il y a beaucoup de journalistes internationaux, la présentation se fait en anglais. Je ne vais pas vous faire toute la traduction, mais en gros, il dit qu'il faut 9 mois pour préparer des chaussures sur mesure, qu'il y a très peu de gens qui savent faire ce qu'ils font et qu'ils transmettent eux-mêmes leur savoir entre les cordonniers et leurs apprentis, et aussi qu'on n'a pas le droit de filmer les noms des clients sur les chaussures. Il a fallu chausser des athlètes qui sont tout petits et puis évidemment des beaux bébés. Pensez à Teddy Riner par exemple. Voilà. Et ils vont les garder leurs chaussures? Ah bah ouais, clairement. Ouais, j'espère. Ça a fait des super souvenirs. Alors derrière tout ça, bien sûr, il y a beaucoup de communication. Ça permet bien sûr de faire parler du savoir-faire français, mais ça permet aussi de faire parler d'LVMH, la maison mère de Berluti, l'une des plus grandes entreprises françaises qui s'était déjà bien affichée pendant la cérémonie d'ouverture des JO.
Voilà, on se souvient effectivement des fameuses malles Louis Vuitton confectionnées pour abriter les médailles et les torches. Vous savez qu'Olivas, notre champion olympique de surf, son prénom veut dire celui qui va à la vague et à la mer, donc Ludovic, c'est celui qui bat le pavé, maintenant c'est son prénom, on connaît la signification. Ok, ça marche. Allez, un mot de notre partenaire Lacroix. Découvrez comment la Fédération internationale d'escalade affronte le fléau des troubles alimentaires fréquents chez les grimpeurs. C'est à lire demain dans les colonnes de nos confrères de Lacroix. Et puis la photo du jour, on retourne en Polynésie française quand une baleine s'invite sur le spot de surf. Les organisateurs qui ont fait quand même, on le rappelle, leur maximum pour limiter l'impact de ces jeux sur l'écosystème, on le sait, hyper fragile à Tahiti. Merci à vous, Jean-Claude Perrin. Merci Sylvain Henry. À demain. Jean-Claude Perrin, à très très bientôt sur nos antennes. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Et l'info se poursuit sur France 24.